Bonjour et bienvenue à votre émission en direct du bureau du maire. Je suis Caroline Lessard et je suis aujourd'hui avec M. Demers. Bonjour, M. Demers. Bonjour à vous et merci d'être présent. Bien, merci à vous de vous rendre disponible. J'imagine que vous devez être très occupé ces temps-ci avec les élections qui s'en viennent. Effectivement, on est très occupé à la gestion normale de la ville et évidemment les élections. Oui, c'est ça, parce que même si vous ne vous représentez pas, vous mettez quand même des efforts parce que vous tenez à votre équipe, vous voulez que ça se poursuive, que vos efforts se poursuivent. Et effectivement, c'est important. Il y a trop de projets et je connais aussi les gens qui sont là qui m'apparaissent très fiables et vont bien servir la population. Je voulais qu'on débute dans nos sujets par parler de ce qui se passe sur le territoire de la ville de Laval, de Montréal aussi. C'est que depuis le début de l'année, il y a eu plus de 28 événements avec des armes à feu. Je sais que la ville a investi 1,2 million pour lutter contre ça. Mais concrètement, comment vous avez dépensé ce 1,2 million-là? Il a servi à quoi? Bon, c'est des sommes supplémentaires qui existaient déjà. Et effectivement, c'est pour engager 8 personnes de plus qui seront attitrées essentiellement à ce projet-là. Mais ça n'a pas été le seul geste. On a aussi profité de l'élection fédérale pour demander à chaque parti politique certaines choses, notamment que la réglementation sur les armes à feu soit de juridiction fédérale et qu'il puisse avoir un meilleur contrôle sur l'ensemble des armes à feu. Bannir les armes d'assaut et un meilleur contrôle pour les armes de poing. Ces deux catégories d'armes-là ne servent pas pour la chasse. Et moi, je suis un chasseur. J'ai été pendant 10 ans de temps en chasse. Évidemment, j'ai gagné ma vie en manipulant des armes à feu à titre de policier, toutes sortes d'armes. Et je crois que ce serait très peu de sacrifices d'aller dans ces directions-là. Et on parle des coups de feu, des guerres en groupes criminalisés, mais les conséquences sont beaucoup plus grandes. Évidemment, les gens sur qui on a tiré, bon, c'est une victime, mais tout l'entourage qui vit cette fusillade-là vit dans la peur, dans la crainte, et eux ne sont pas comptabilisés au niveau de victimes. Autre chose, c'est que les armes à feu sont souvent présentes au niveau accidentel. Bon, moi, à titre de policier, j'ai couvert des accidents où des enfants ont manipulé des armes à feu et malheureusement, il y a eu décès ou des blessures graves. Il y a aussi les suicides. Et plus les armes à feu sont disponibles et faciles à obtenir, bien évidemment, ils servent d'instrument dans des situations de suicide. Et l'ensemble de ça fait que nous avons, selon moi, une responsabilité de mieux contrôler les armes à feu. Et il y a un chiffre qui me reste à l'esprit qui ne ment pas. Aux États-Unis, où les armes à feu sont plus disponibles, faciles d'accès, malgré le fait que c'est le pays le plus riche au monde, il y a une espérance de vie 3 ans de moins que les gens ici au Québec. Alors, je pense qu'en regardant la situation globale, on peut dire qu'on a un intérêt collectif à avoir un meilleur contrôle sur les armes à feu, tout en laissant une grande liberté aux chasseurs. Oui, mais vous étiez justement en coalition vous étiez 5 maires du Québec à faire des demandes au gouvernement fédéral. Maintenant que les élections sont terminées et que c'est le gouvernement libéral qui a été élu, vous vous attendez à quoi? Est-ce que vous avez eu des discussions depuis là-dessus avec eux? Depuis, non. On va attendre que les différents titres ou responsabilités de ministère soient distribués, mais on va poursuivre et les discussions ont été très, très claires. Et évidemment, on parle là de répression, de contrôle d'armes à feu, mais il faut parler de prévention. Et le service de police de Laval travaille beaucoup en prévention avec, évidemment, différents organismes pour essayer de prévenir le phénomène des gangs de rue et amener nos jeunes à faire du sport, à faire des différentes activités plutôt que de s'inscrire dans des groupes criminalisés. Donc, le 1,2 million, vous disiez, pour revenir à ça, que vous aviez ajouté des effectifs. C'est vraiment en surplus à ce qui était déjà? Déjà présent. OK. Puis, on parle beaucoup des réseaux sociaux, que ça se passe, l'impact des réseaux sociaux entre gangs de rue.
Est-ce qu'il y a des effectifs qui sont particulièrement assignés à ça ou est-ce qu'il y a un plan d'action par rapport à ça? Ou? Oui, les services de police vérifient régulièrement les réseaux sociaux pour toutes sortes de phénomènes. Je vous dirais même, dernièrement, il y a eu une activité culturelle d'annuler à Laval suite à des vérifications de réseaux sociaux. Et évidemment, les messages qui étaient passés par certains joueurs importants de cette activité culturelle-là. Et on voulait éviter, évidemment, que ça tourne mal, cette activité-là. Alors, c'est un exemple de vérification des réseaux sociaux par la police. OK, de la prévention. Parce que justement, c'était le festival LVL. C'est ça. Est-ce que c'est la Ville qui a demandé à ce que le festival soit annulé ou c'est eux qui... C'est le service de police qui nous a sensibilisés et il y a eu une réflexion de fait avec les organisateurs, avec tout le monde. Et il a été jugé plus prudent de ne pas aller de l'avant avec ça. Et je reviens à ma question. Est-ce que les gens vont pouvoir percevoir ça, se sentir plus en sécurité du fait qu'il y a 8 effectifs de plus là, sur le territoire? On l'espère évidemment. C'est le but. De réduire ces incidents-là, ces événements-là et de prendre un contrôle de la situation. Mais je dois dire que Ville de Laval est une ville sécuritaire. Les statistiques le démontrent. Là, en Amérique du Nord, là, on est une des villes les plus sécuritaires. Puis on veut le demeurer. Alors, c'est pas d'attendre que les événements soient hors de contrôle. On est proactif là-dedans. Mais je vous souhaite que le fédéral vous revienne rapidement parce que c'est quand même un problème très criant. Effectivement. Puis, on a hâte de changer de sujet. On en entend à chaque jour, il y a des événements, fait qu'on a très hâte de sortir de ça. Il est trop facile d'obtenir des armes des États-Unis à l'heure actuelle pour les gens qui ont un esprit criminel. Et on ne peut pas ériger des frontières entre chaque ville et que chaque ville ait une réglementation différente. Ça ne servira à rien. Bon, puis sur une note un petit peu plus positive, je voulais vous parler du bilan post-pandémie, du bilan économique que M. Boyer a fait dernièrement. Alors, est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles de ce côté-là? Effectivement, bien, écoutez, ça a été un travail colossal auquel ont participé environ 115 organismes et évidemment des rencontres en vidéoconférence parce que c'est basé sur le principe qui nous a toujours animés, qu'on n'a pas le monopole des bonnes idées. Et pour nous, c'est une bonne idée, peu importe d'où elle vient, on va essayer de l'appliquer. Alors, effectivement, il y a eu des recommandations, 63 recommandations qui ont été documentées par M. Stéphane Boyer suite à ces rencontres-là. Il y en a 36 qui sont déjà en application, puis on a injecté environ 5,2 millions de dollars pour l'application de ces recommandations-là auprès des organismes, auprès de différentes compagnies aussi. Il y a évidemment l'économie sociale, mais il y a l'économie traditionnelle qui a été consultée et on va de l'avant et il y a des recommandations qui vont prendre plus de temps à être appliquées que présentement. Alors, ça avance bien. Le travail, c'est bien fait et nous, on a dit il faut que les bottines suivent les babines. Alors, on a mis l'argent dans ces programmes-là pour acheminer les recommandations. Puis, est-ce qu'il va y avoir un prochain bilan? Quand est-ce que sera le prochain Le bilan va être suivi sur une base régulière sur les accomplissements et ce qu'il y en est. Alors, on a mis, et je vous donne des chiffres, 875 000 de subventions. On consolidé des investissements dans des compagnies pour aller vers l'informatique un peu plus dans leur système et l'automatisation. Ça a généré environ 12 millions d'investissements de la part de ces compagnies-là. Alors, pour nous, c'est important. On devient un levier et on aide nos compagnies à être plus compétitives et à surmonter le défi du COVID.
Parfait. Puis M. Boyer a travaillé entre autres sur ce sujet-là, mais il a travaillé aussi sur le sujet de l'environnement. Oui. Parce que Laval a des grandes ambitions au point de vue de l'environnement. Elle veut passer de 26 hectares à 550 hectares pour agrandir le parc de la rivière des Mille-Îles. Alors ça, c'est une des ambitions que Laval a à propos de l'environnement. Effectivement. Écoutez, depuis, on a toujours été animé vers l'environnement. C'est un sujet délicat. Lorsqu'on dit qu'on veut faire l'acquisition d'une propriété, puis qu'on s'identifie publiquement, bien souvent, le vendeur augmente le prix. Alors, il faut y aller d'une façon stratégique. Ouais. On a acquis deux îles importantes dernièrement. En premier, le vendeur voulait 80 millions. On a réglé 21 millions. OK. On a eu 7 millions de subventions du provincial. Alors, mais c'est un projet qui nous tient à cœur et M. Boyer l'a dit, c'était un de ses objectifs qui était pour poursuivre là-dessus. Je peux vous dire qu'il y a des négociations qui sont en cours pour d'autres îles. OK. Ouais. Sur la rivière des Mille-Îles. Il y en a une qu'on a une entente verbale. On va attendre d'avoir l'entente écrite avant de la rendre publique, OK? Et pour nous, c'est important. Alors, nos objectifs, évidemment, c'est d'augmenter le pourcentage d'îles protégées et de faire de la rivière des Mille-Îles un joyau au niveau de l'environnement et, évidemment, des attraits touristiques parce que ça a beaucoup à offrir. Depuis qu'on a les 7 dernières années, on a quand même investi 71 millions dans l'acquisition de milieux naturels. Oui. Alors, c'est 10 millions par année et une belle constance. Et là, si on poursuit, bien évidemment, c'est des chiffres qui sont quand même importants. Au niveau des milieux humides, on protège 77 des milieux humides qu'on avait identifiés comme d'intérêt. Alors, on a un plan de mise en valeur des milieux naturels. 14 de notre territoire, c'est notre objectif. Okay. Et on poursuit là-dessus. On a aussi, au niveau de l'environnement, quelque chose qui est assez unique. On est, à ma connaissance, la seule ville qui a créé à l'interne une bourse du carbone. Alors, un promoteur arrive avec un projet, il y a une évaluation du coût du carbone que ça va faire et il y a une taxe spéciale là-dessus qui nous a permis, ces argents-là sont dédiés à des subventions pour changer le chauffage à l'huile au chauffage électrique. Subventions pour des vélos électriques, assistance électrique, 400 $ de subvention pour réduire, évidemment, le nombre de véhicules sur la route et augmenter le nombre de vélos. Les subventions qu'on a données pour les véhicules électriques, qu'on était à Seulville à faire ça. Alors, il y a une subvention, on a une bourse du carbone qui sert à donner des subventions, qui va évoluer dans le temps pour réduire notre empreinte de GES et améliorer la qualité de l'air à Laval. Juste pour être certaine que je comprends, donc les promoteurs qui sont qui veulent investir à Laval, il y a une partie de cet investissement-là qui est utilisée pour financer les programmes que vous m'avez parlé. Effectivement. OK. Et on est à peu près la seule ville, à ma connaissance, qui a un genre de taxe du carbone, qui utilise ces argents-là spécifiquement pour réduire les GES sur notre territoire. OK, ouais, mais c'est bien ça. Puis je voyais aussi que vous faites plusieurs consultations pour le réaménagement des berges, là, de certaines Effectivement. berges. Il y a beaucoup de consultations qui est fait auprès des citoyens pour obtenir leur opinion, de quelle façon est-ce que ça devrait être aménagé. Alors, c'est participatif. Vous demandez aux citoyens... En fait, compte, même où les consultations ne sont pas requises par la loi, dès qu'on va dans un quartier faire un investissement majeur pour un parc, pour une berge, pour un aménagement, à titre d'exemple, en arrière de l'église à Sainte-Rose, on fait des consultations citoyennes. C'est basé sur le principe qu'on veut aller chercher les bonnes idées et l'acceptation sociale pour nous est important. Et ça donne une idée aux citoyens qu'est-ce qu'on fait avec l'argent de leurs taxes.
Exact. Puis, vous avez travaillé beaucoup aussi sur de nouvelles politiques. Entre autres, il y a une nouvelle politique sur l'accessibilité universelle. J'ai vu qu'il y a plusieurs municipalités qui se dotent d'une telle politique. Là, maintenant, Laval a la sienne. En quoi ça consiste exactement? Bien, écoutez, on veut que dans tous les édifices publics, les gens qui ont une mobilité réduite puissent avoir accès aux mêmes services que les autres personnes. Là où le défi est grand, c'est les édifices et les lieux qui sont déjà construits, qui n'avaient pas ces services-là. Là, on doit faire des modifications. Okay. Puis je vous explique, des fois, c'est très simple. À un moment donné, je revenais d'une rencontre avec un ministre à Sainte-Dorothée. On passe sur le boulevard Saint-Martin, à côté de l'église Saint-Martin. Et je ne suis pas sûr, j'ai l'impression de voir quelqu'un tomber. Et là, j'ai personne qui conduisait le camion. J'ai dit, retourne, on va aller voir. Effectivement. Alors, c'est une personne en chaise roulante qui se dirigeait pour voir son médecin avec son épouse. Et le trottoir étant étroit, il y a une roue de la chaise roulante qui a tombé et la personne a déboulé. Et évidemment, l'épouse n'était pas capable de relever son conjoint qui était trop pesant. Et bon. Alors, il faut que nos trottoirs, nos routes, nos parcs soient aménagés pour donner un service aux gens qui ont une mobilité réduite. Et on voit ça aussi dans les écoles. Il y a des jeunes qui se sont présentés en chaise roulante pour dire, bien moi, je suis pas capable de rendre à mon école parce que les trottoirs, avec ma chaise roulante, ça me prend quelqu'un à chaque coin de rue pour me relever. Alors ça, c'est des défis supplémentaires où il faut corriger le passé et cette politique-là va dans ce sens-là aussi. Donc, j'imagine qu'il va falloir des investissements pour faire ça, mais possiblement des modifications à l'urbanisme ou pour l'aménagement? Pour les édifices à venir, pour les modifications, évidemment, le coût est minime. Mais pour régler le passé, là, on a des défis plus exceptionnels. Puis on regarde chaque année quel est le travail qu'on peut faire, puis les endroits stratégiques où le faire. Donc, la proximité des écoles, des parcs et des parcs aménagés pour que les gens en chaise roulante puissent en profiter. Oui. Donc là, la première étape, c'est d'avoir une politique. Là, maintenant, j'imagine qu'il va y avoir un plan d'action qui va suivre. Effectivement. Il y a aussi la politique sur l'art public que vous avez mis en place aussi. Bien, ça fait partie d'une stratégie où on veut ramener la fierté aux citoyens de Laval d'habiter Laval, où on veut donner une personnalité à Laval. Et souvent, il y avait des parcs, des noms de rues. Mais on ne sait pas réellement l'histoire. Alors, on veut d'un côté recréer ça avec les personnages qui ont construit Laval et dans des lieux, bien évidemment, que ça soit beau et que les gens puissent s'identifier à ça avec des œuvres d'art et en même temps venir en aide à nos artistes, leur offrir un nouveau marché. Alors, c'est une politique qui dit qu'on va mettre un infime pourcentage des constructions pour des œuvres d'art. Parfait. Un des exemples, c'est lorsqu'on a construit la Place Belle, bien, on voulait rendre hommage à Henri Richard, qui est un citoyen lavallois, et à sa famille. Et il y a eu une œuvre d'art en son honneur de fête. Il a quand même gagné 11 Coupes Stanley. Je pense que c'est un record qui va durer longtemps et c'est un lavallois. Bon, fait que cette politique-là va permettre ça. Puis on sait que les gens, maintenant, vont de plus en plus dans les parcs avec le COVID. Donc, si ça donne une belle visibilité, là, une belle porte. Il y a aussi un comité consultatif des personnes aînées que vous avez, sur lequel vous avez travaillé. Alors, c'est quoi exactement ça? Écoutez, Laval est fier d'être ce qu'on appelle une ville MADA. Alors, Municipalité Amie des aînés, c'est une accréditation qu'on a obtenue pour les services qu'on donne aux aînés. On est fier d'être dit, on est une des grandes villes que le transport en commun est gratuit pour les aînés, 65 ans et plus. On a une subvention de maintien à domicile. On trouvait ça important que les aînés aient le choix de rester chez eux ou d'être placés selon leur volonté, puis les accompagner. Et le COVID a démontré l'importance de rester... Il y a une des choses positives du COVID, je pense que ça a justement mis en avant, à l'avant-plan, l'importance des aînés, puis d'en prendre soin. Mais malgré tout ça, on doit dire que
il y a des aînés qui vivent des choses différentes et on veut avoir réellement un menu d'idées pour bien servir nos aînés. Je concède que je suis en conflit d'intérêts parce que je peux être classé dans la catégorie des aînés, mais la réalité que je vis à l'hôtel de ville et dans mon travail, c'est pas la réalité de l'ensemble des aînés. Oui. Alors, on cherche des bonnes idées, on cherche des gens qui vont nous conseiller et ce comité-là, ça sera son rôle. Puis, j'imagine que vous consultez aussi des associations, il doit y avoir certaines définitivement. associations. Oui. Puis, il faut se le dire, là, les aînés nous ont légué la ville, l'environnement qu'on a, nous ont légué aussi nos valeurs qui nous animent. OK? Et les lois qui en découlent. Mais les aînés sont une source de bénévolat incroyable sur le territoire lavallois. Et ils partagent leurs connaissances, leur imagination et évidemment leur créativité au bénéfice de l'ensemble de la population. Et ça, les organismes communautaires à Laval ne seraient pas ce qu'elles sont si ce n'était pas des aînés. Alors, on veut avoir cette rétroaction-là, ces suggestions-là et continuer à innover dans l'intérêt des aînés, qui est l'intérêt de la communauté, parce que les retombées sont énormes. Oui, effectivement. Là, maintenant, je vais vous amener complètement ailleurs. Je vais vous amener, parce qu'il y a une nouvelle qui est sortie en fin de semaine dernière, qui donnait le palmarès des maires les mieux payés au Québec. Ouais. Et M. Demers, vous êtes le deuxième maire le mieux payé au Québec. Alors, je voulais savoir, c'est quoi votre opinion? Quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous en pensez? Bien, écoutez, ça ne coûte rien de plus aux citoyens de Laval. Si je suis devenu le deuxième maire, c'est qu'il y avait un plafonnement au niveau de la CMM et de la RTM. Alors, la CMM, c'est la communauté métropolitaine de Montréal. Que la loi m'oblige à siéger là comme vice-président. OK. Alors, il y a un salaire annuel de 45 000 rattaché à ça. OK. OK. Et il était plafonné par un maximum par une loi provinciale. Ils ont fait disparaître la loi. OK. Alors, quand on dit ils ont fait, ça, c'est le gouvernement provincial a fait disparaître cette loi-là il y a quelques années? Ou? Oui, ça fait à peu près 2 ans. OK. OK. Nous, on n'a jamais rien demandé. OK. Et ça ne coûte rien de plus aux citoyens de Laval. OK. Et la CMM a désigné à la RTM, qui est un autre salaire de 20 000 par année, OK, qui est rattaché à ça. Et la RTM, pardon, c'est? C'est l'Autorité du transport en commun. C'est une nouvelle création qui a environ 4 ans. OK, auquel la loi nous oblige à être là. Et j'avais demandé à être retiré de là, mais on m'a dit que si je me retirais, Laval ne serait plus représenté. Au CMM. À la RTM. À la RTM, OK. Donc, si je comprends bien, il y a votre salaire qui est payé par la Ville de Montréal. 153 000. Puis par la Ville de Laval. Il y a le 45 000 pour la CMM, qui n'est pas payé par la Ville de Laval, mais par la CMM. Puis là, il y a la ARTM. La RTM, qui est un 20 000 supplémentaire. Le total de ça me place deuxième. Alors, oui, j'ai demandé à réduire ça, mais on n'a pas réussi à avoir une entente. Et il y a aussi, chaque ville est différente, chaque ville est particulier, et il faut regarder l'ensemble de ça. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut se régler. Moi, mon malaise, c'est de dire que j'ai à peu près le même salaire, puis un petit peu plus que le premier ministre du Québec. Bien oui. Mais pour quelqu'un qui gère 1,2 milliard par année, je vous dirais que mon salaire, là, si on va dans l'industrie privée, là, serait beaucoup plus élevé. C'est une implication. En fait, c'est ça. Dans le monde municipal, c'est une passion. Je pense que c'est pas pour le salaire que vous faites. C'est ça. Pour vous connaître. Puis, considérant que j'ai réussi à récupérer 50 millions pour les citoyens de Laval, je peux dire qu'ils ne seront pas perdants dans l'équation. Vous n'avez pas de malaise avec ça. Pas du tout. Mais merci, parce que ça fait beaucoup de bruit, cette nouvelle de salaire des maires. Justement, parce qu'on fait la comparaison aussi avec le premier ministre du Québec. Alors, effectivement. Mais ça, j'ai un malaise. Je trouve qu'il n'est pas assez payé, lui. C'est sûr qu'il en fait des heures pour ce salaire-là. Effectivement. Et puis, dernièrement, finalement, je voulais nous laisser aussi sur une note. Il y a une Lavalloise qui nous a fait
qui nous a rendus très, très fiers, Madame Leila Fernandez. Je voulais savoir si vous l'aviez en face de vous, là, puis si vous vouliez lui parler, parce qu'elle s'est entraînée ici à Laval. Ouais. Est-ce que côté installation, est-ce que il y a du budget là-dessus ou est-ce qu'il y a des belles choses qui s'en viennent ou qu'est-ce que vous lui diriez On là-dessus? a amélioré beaucoup de parcs, mais il y a encore place à amélioration. Mais surtout, c'est un exemple pour la jeunesse de croire en ses capacités et d'aller au fond de son talent. Et nous étions tous fiers de sa performance. Même si je ne suis pas un bon joueur de tennis, je l'ai regardé et c'est un exemple. Si nous n'étions pas en période de confinement, je l'inviterais à l'Hôtel de Ville immédiatement pour signer le livre d'art qu'à descendre, immortalisé dans l'histoire de Ville de Laval, comme on a fait avec d'autres athlètes olympiques ou même professionnels. Et oui, c'est une inspiration et un modèle. Et elle a un avenir formidable devant elle. Ça va être à suivre de près. Effectivement. Alors, j'espère que bien des jeunes seront inspirés par ce qu'elle a fait et pourront suivre ses traces dans différentes disciplines. C'est pas obligé d'être dans le tennis. Bien, je vous remercie beaucoup, M. Demers. C'est déjà terminé. Bien, merci. Alors, j'espère que vous avez apprécié votre émission. On se voit le mois prochain pour une autre émission en direct du bureau du maire.